Alors, moi, je vais donc vous présenter la TIPARS. Donc, c'est la thérapie interpersonnelle et aménagement des rythmes sociaux. Tout d'abord, son origine, bien, elle provient de la thérapie interpersonnelle, donc la TIP. La psychothérapie de la TIP a prouvé son efficacité pour les dépressions. Et ça a été développé par Clairman et son équipe dans les années 70. L'objectif de la TIP, c'est de rompre le cercle vicieux entre la dépression et les difficultés relationnelles. Et dans les années 90, Hélène Frank va appliquer les TIP pour les dépressions bipolaires. Et la TIPARS, il y aura une finalisation de la TIPARS en 2005. La TIPARS a donc fait aujourd'hui ses preuves de son utilité dans le traitement du trouble bipolaire en association, bien sûr, avec le traitement médicamenteux. Donc, les bases de la psychothérapie TIPARS, c'est de rompre le cercle vicieux entre donc, le trouble bipolaire, les symptômes, et les difficultés relationnelles, comme la TIP, et également la désynchronisation rythmique. Et là, c'est plutôt l'ARS et du coup la spécificité qui a été amenée pour la TIPARS. Donc cette psychothérapie combine une partie de psychoéducation, une psychothérapie interpersonnelle qui aide les patients à mieux gérer les multiples problèmes psychosociaux et relationnels, et une approche comportementale visant à améliorer la régularité des routines quotidiennes. Les fondements de la TIPARS, comme on voit sur ce schéma que j'ai repris de Hélène Frank, elle reprend les bases du modèle vulnérabilité-stress. Et donc on voit cette vulnérabilité génétique et biologique qui impacte sur la neurobiologie, donc la dérégulation des neurotransmetteurs et la dérégulation des rythmes circadiens qui vont donc impacter et qui peuvent favoriser des symptômes thymiques. Et on va particulièrement insister, notamment avec les patients, sur ces deux volets-là, sur le dysfonctionnement interpersonnel et le stress, les événements de vie de stress et les dérégulations des rythmes sociaux vont impacter sur la neurobiologie et qui peuvent du coup avoir un impact défavorable et en tout cas créer ou maintenir des symptômes thymiques. Et donc on va bien mettre en avant cette interdépendance. L'objectif de la TIPARS, c'est tout d'abord de viser une meilleure autonomie par rapport aux troubles et lutter contre les facteurs de récurrence des épisodes thymiques du trouble bipolaire. Et pour cela, on va donner de l'information sur le trouble bipolaire et ses traitements. On va également améliorer l'observance médicamenteuse et faire accepter une condition médicale au long cours. Élément très important de la psychothérapie, c'est même si je vais mieux, je reste vulnérable et je continue à prendre soin de moi, à prendre mon traitement. Ensuite, on va se concentrer aussi sur le fait d'aménager les rythmes sociaux. Donc on va lier les événements de vie, les rythmes quotidiens et les variations thymiques. On va mesurer et régulariser du coup les rythmes quotidiens. Donc le lever, l'alimentation, les activités et les couchers. On va trouver un équilibre entre activité, stimulation et repos, apaisement. Et enfin, on va résoudre les dysfonctionnements interpersonnels en reliant les problématiques interpersonnelles aux variations thymiques et axer la psychothérapie sur un domaine de difficultés interpersonnelles. Les modalités de la TIPARS, c'est que c'est une thérapie brève de 24 séances, une séance d'1 heure par semaine, une durée moyenne de 6 mois,
Et on peut débuter dès la phase aiguë, puisqu'on va se concentrer sur les problématiques actuelles. Si on débute une thérapie en phase euthymique, c'est possible, mais du coup, on va se concentrer sur l'épisode, le dernier épisode connu par le patient. Et on va faire le lien entre l'humeur actuelle et les événements de vie du moment qui peuvent générer une difficulté d'adaptation et donc du stress. Alors, quelques outils qu'on va utiliser tout le long de la TIPARS. À chaque début de séance, on va évaluer systématiquement l'humeur. On va faire un compte à rebours des séances. Alors, j'étais personnellement un peu sceptique et finalement, je me suis rendu compte que ça mobilisait le patient, mais également le thérapeute. Enfin, en tout cas, je parle pour moi. Je trouvais que c'était très mobilisant. Il va y avoir une assignation des tâches. Donc, on va demander, entre chaque séance, on va demander aux patients de réaliser certains exercices, certaines tâches. Il va y avoir une clarification. Alors, l'idée de la clarification, c'est de vérifier systématiquement s'il y a une bonne compréhension mutuelle entre patient et thérapeute, vérifier si j'ai bien compris, j'ai bien saisi ce que le patient voulait me dire, vérifier également si le patient a bien compris ce que je souhaitais éventuellement lui faire transmettre comme message. Et on va également avoir une clarification émotionnelle. Et donc ça, c'est plutôt l'idée de qu'est-ce que vous avez pu ressentir quand je vous ai dit ça, qu'est-ce que vous avez pu ressentir quand je vous ai amené ça. Et on va aussi l'amener lors du travail, notamment interpersonnel, notamment dans le domaine des conflits, quand il y a des conflits interpersonnels, et de pouvoir questionner un petit peu qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là lors d'une situation conflictuelle. Est-ce que votre manière de communiquer était la bonne? Que pensez-vous que votre proche a pu ressentir, etc., etc. Il va y avoir également une analyse de la communication, donc différentes stratégies qu'on va pouvoir mettre en place dans l'idée d'une aide à la communication. Et notamment, on va proposer une analyse, réplique par réplique, portant sur des exemples très précis que le patient va nous amener, d'une situation conflictuelle, par exemple. Et le thérapeute et le patient vont commenter ensemble afin d'identifier les besoins, les émotions et les intentions véhiculées. Et enfin, on va envisager de nouvelles répliques plus fonctionnelles. Voilà, c'est un exemple, il y en a d'autres. En tout cas, on va se concentrer sur la communication. On va également se concentrer sur l'analyse décisionnelle pour une aide à la décision. Et également, on va proposer des jeux de rôle. La technique de la TIPARS se repose sur 3 phases. Donc, il y a la phase initiale, 7-8 séances, une phase intermédiaire, 11 à 12 séances, et une phase finale. Alors, tout d'abord, la phase initiale, on va tout d'abord présenter la TIPARS et ses objectifs. On va également explorer l'histoire de la maladie et l'acceptation du diagnostic. Et je vais vous proposer l'un des outils qu'on utilise, la timeline. On va également donner des informations sur la chronobiologie et proposer de la psychoéducation, bien sûr, autour du trouble bipolaire. Et on va être dans une phase d'exploration. Donc ça, c'est également un élément essentiel. Donc on va on va explorer les événements de vie concomitants au début de l'épisode et explorer les changements dans les différents domaines de la vie du patient. On va également explorer le domaine interpersonnel dans les relations significatives. Et pour ça, je vous ai proposé le cercle de proximité que je vais développer tout à l'heure. Et on va également explorer les rythmes sociaux. Et pour cela, je vais vous présenter l'échelle SRM2. Et ensuite, à la fin de cette phase initiale, on va choisir ensemble un domaine interpersonnel à travailler. Un domaine qui, semblerait-il, pourrait être responsable de difficultés chez le patient. Et donc, la TIP et la TIPARS en ont révélé 4. Donc, un deuil non résolu, des situations conflictuelles, le changement de rôle ou un déficit relationnel.
ou autrement dit l'isolement. Et à la fin de cette phase initiale, on va contractualiser la thérapie. Alors, donc là, c'est la timeline. Donc, l'objectif étant de faire des liens entre la dépression, entre les épisodes thymiques et les événements de vie et identifier les impacts des traitements. Et on va partir d'aujourd'hui et remonter petit à petit dans le temps. Et l'idée, c'est de pouvoir noter les épisodes thymiques et de remonter au moins les 3 dernières années. On peut commencer ensemble durant la séance et bien sûr, ils peuvent terminer à la maison. C'est un outil qui peut paraître relativement simple, mais c'est un outil qui est qui peut paraître assez coûteux et difficile, car le patient, on va lui demander de se replonger dans des périodes de vie qu'il tente souvent d'oublier ou de mettre de côté. Et c'est une représentation visuelle qui peut, en tout cas c'est l'objectif, de créer une réelle prise de conscience chez le patient et de mettre en lumière des fonctionnements qui jusque-là n'étaient pas encore identifiés. Et ça permet de remettre du sens, de réduire le sentiment d'impuissance et de renforcer aussi un certain pouvoir d'action. J'ai une patiente en tête qui a réalisé à quel point, en faisant cette frise, à quel point elle avait subi un enchaînement d'événements assez difficiles avant sa décompensation. Et elle a vraiment pu y mettre du sens, réduire son sentiment de culpabilité, voire même avoir un peu plus de gratitude aussi envers elle-même. J'ai une autre patiente également qui a pu réaliser, grâce à cet outil, qu'elle rechutait souvent à la même période, la période de rentrée scolaire, au mois de septembre. Elle ne l'avait pas forcément identifié jusqu'à présent. Donc on a pu faire le lien sur le changement de saison et du coup l'impact chronobiologique, mais également le fait que c'était la période où ses enfants retournaient à l'école, donc elle se retrouvait avec moins d'occupation, moins de sollicitations, moins d'interactions sociales. Il y avait un sentiment d'inutilité également qui était associé à cette période, et donc on voit bien les impacts sur les rythmes sociaux et interpersonnels. Voilà les exemples que je voulais vous transmettre. Et j'ai oublié de dire que sur ce graphique, du coup, on note les épisodes à la fois d'hypomanie, manie, de dépression, mais également on va noter les événements de vie en dessous et la médication et également le fonctionnement. Voilà. Je sais pas où j'ai mis. Ensuite, un autre outil qui est le cercle de proximité. Donc ça, c'est un outil qui va nous permettre d'explorer en profondeur toutes les relations que peut entretenir le patient et donc du coup le domaine interpersonnel. Donc on va proposer au patient de se symboliser au centre, là au niveau de la croix, et en fonction de l'intensité émotionnelle de la relation, je dis bien positive ou négative, le patient va positionner les personnes de son entourage. Et pour chaque personne, il y aura des questions très très précises. Excusez-moi, j'insiste parce que j'ai été vraiment étonnée sur le nombre de questions qu'il pouvait y avoir. Donc des questions très précises à poser permettant d'explorer et d'identifier les personnes ressources, mais aussi les personnes avec lesquelles il pouvait y avoir des difficultés interpersonnelles à travailler. Voilà. Un autre outil que je voulais vous présenter, c'était l'échelle métrologique des rythmes sociaux, donc la SRM2. Alors c'est un tableau qu'on va demander aux patients de remplir au départ pendant 2 semaines, à but juste d'évaluation, d'exploration au départ. Donc on va demander de noter l'heure idéale et l'heure réelle,
du lever, le premier contact avec une personne, le début d'une activité, le dîner et le coucher. On va également demander d'évaluer l'humeur, évaluer le niveau d'énergie et évaluer des événements marquants relationnels positifs et les événements marquants relationnels négatifs. Voilà. Et donc, au départ, comme je disais, c'est vraiment un outil diagnostique et motivationnel. Puis, on va l'utiliser comme un outil de levier au changement. Et du coup, ce qu'on va proposer aux patients, c'est de pouvoir lui montrer que le lever et le démarrage d'une activité sont les deux leviers chronobiologiques les plus importants. Le premier contact et le dîner sont les deux repères interpersonnels. Et on va encourager à un lever tous les jours à heure fixe. Non pas forcément le coucher, mais surtout le lever. Pourquoi ? Puisque c'est le lever qui nous permet de resynchroniser notre horloge biologique et d'éviter les décalages de plus de 30-45 minutes, même le week-end. Donc pas chose forcément facile, mais en tout cas, on va essayer de l'encourager et d'essayer vraiment de faire des liens entre le fait que plus il y aura une régularité des rythmes et plus il y aura une humeur, un impact favorable sur l'humeur et l'énergie. Voilà, et on va également analyser le temps entre le dîner et l'horaire du coucher, puisque c'est riche en informations concernant la solitude, la régularité et l'hygiène du sommeil. Voilà, donc ça c'était la phase initiale avec quelques outils que j'ai sélectionnés. Et maintenant on passe à la phase intermédiaire. Donc la phase intermédiaire c'est entre 11 et 12 consultations. L'idée en premier c'est de pouvoir accepter la maladie au long cours et une acceptation de la bipolarité. Et pour cela il y a différents outils qu'on peut utiliser. Mais notamment, on peut essayer d'amener le fait qu'il y a de rappeler en tout cas l'absence de responsabilité dans une maladie aux composantes génétiques et biologiques. On va aussi essayer d'amener des aspects positifs de la vulnérabilité bipolaire, notamment la sensibilité aux autres, la sensibilité artistique et créative par exemple. Et on peut aussi évoquer toutes les différentes personnes célèbres qui ont un trouble bipolaire. On peut les citer ensemble avec le patient. Donc on peut, que ce soit Émile Zola, Kurt Cobain de Nirvana, des peintres comme Gauguin, Churchill, Jim Carrey comme acteur. Et puis, notamment, j'ai appris qu'il y avait Nicolas Demorand, qui est présentateur de la matinale sur France Inter, qui vient de délivrer le fait qu'il souffre d'un trouble bipolaire et il a écrit un livre récemment. Donc voilà, on peut citer un petit peu des exemples de personnes célèbres qui souffrent d'un trouble bipolaire. On va également aménager les rythmes sociaux. Donc on va essayer de déterminer ensemble les rythmes les plus instables et définir les objectifs raisonnables de changement. Et on a plusieurs outils à notre disposition, mais il y a certains outils que je trouve intéressants qui sont très pratico-pratiques sur les stratégies, par exemple, pour se lever du lit, que je vais vous montrer. Et ensuite, on va proposer un travail spécifique dans le domaine interpersonnel choisi avec le patient. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, ça peut être le deuil non résolu, des situations conflictuelles, changement de rôle, ou alors déficit relationnel, c'est-à-dire l'isolement social. Donc voilà, c'est des petits exemples très pratico-pratiques sur des stratégies du sommeil, comment évaluer notre temps du sommeil, et de pouvoir repérer si notre temps moyen passé au lit est supérieur à notre durée moyenne de sommeil. S'il est supérieur à 30 minutes, on va essayer on va décider d'un objectif de réveil et de calculer ensuite l'objectif du coucher. Et on va modifier les habitudes à petit rythme entre 15 et 30 minutes par semaine.
Voilà, et il y a plein de petites stratégies pratico-pratiques. Je ne vais pas forcément les lire toutes, mais voilà, des petits exemples. Par exemple, pour se réveiller, enfin, des stratégies pour se lever du lit. Et donc, il y a des stratégies au niveau du réveil. Par exemple, mettre son réveil dans sa chambre à un endroit difficile d'accès. Mettez-le dans un endroit où il vous faudra être debout, voire vous étirer pour l'attraper. Utiliser plusieurs alarmes, etc., etc. On peut aussi faire travailler son entourage, demander à certaines personnes proches de nous appeler, ou de carrément demander de venir prendre le petit déjeuner avec eux, etc. Bon, il y a plein de petites stratégies que je n'ai pas forcément développées toutes ici, mais voilà, pour vous montrer qu'il y a des outils très pratico-pratiques. Voilà. Et ensuite, il y a la phase finale, c'est 2-3 consultations. Et l'objectif, c'est vraiment une phase de bilan, un bilan des aménagements, des routines quotidiennes, et un bilan du travail interpersonnel qu'on a pu faire ensemble, et aussi accepter la fin de la psychothérapie et faire une prévention de la rechute, et bien sûr, instaurer l'optimisme. Alors, au centre bipolaire, nous avons proposé du coup une séance d'1 heure toutes les semaines en individuel. Différents professionnels ont été formés. Donc, il y a à la fois des psychologues, psychiatres et infirmiers. Donc, ça permet aussi un éclairage et une prise en charge aussi différentes en fonction de nos casquettes. On a également intégré des outils de la TIPARS dans différents de nos groupes, donc en psychoéducation par exemple, ou au groupe du sommeil. Les difficultés que nous avons pu rencontrer, c'est que notamment le programme TIPARS s'étale sur 6 mois et nos prises en charge au centre bipolaire sont plutôt d'1 année. Donc soit on va proposer la psychothérapie au tout début du parcours de soins, ou alors on va prolonger un petit peu la prise en charge. L'engagement du patient a aussi été une difficulté qu'on a pu rencontrer, puisque, comme vous avez vu, ça dure quand même 6 mois et 1 heure par semaine, ce n'est pas rien. Donc, ça demande un certain engagement du patient. Donc, voilà, il peut y avoir quand même des perditions. L'investissement pour les professionnels, puisque 1 heure par semaine dans nos agendas, c'est pas rien non plus. Donc, c'est sûr que c'est quelque chose à prendre en compte. Et bien évidemment, les comorbidités qui peuvent éloigner par moments de nos objectifs principaux au niveau de la TIPARS. Nous avons été formés en 2023 et nous avons eu quelques retours, on a eu des retours plutôt positifs de nos patients. Et j'ai voulu vous en partager quelques-uns. Donc j'ai recontacté certains patients que nous avons suivis il y a plus d'1 an. Par mail, je leur ai demandé de leurs nouvelles et je leur ai expliqué qu'on participait à cette journée et qu'on souhaitait parler de la TIPARS et qu'on souhaitait peut-être avoir leur retour. Et donc, j'en ai eu quelques-uns et je voulais vous les partager. Je vais entre autres vous la lire. Alors, pour ceux qui ont plus de 40 ans, vous reconnaîtrez peut-être les images du film des années 80, Le vol du navigateur. C'est ainsi que je visualise la TIPARS et le rôle qu'il a joué dans ma vie. Max, le commandant robotique, est la nouvelle partie de mon esprit après TIPARS, un observateur omnipotent qui peut se déplacer et changer de position pour obtenir un meilleur point de vue sur ma vie, la navigatrice. Le commandant est un guide sage qui m'aide à avoir de la clarté et de la confiance pour naviguer avec mon trouble bipolaire. C'est grâce à TIPARS que j'ai pu développer ce guide sage. Les mots que j'utiliserai pour décrire les outils de la TIPARS sont perspective et possibilité. Qu'il s'agisse des perspectives issues de la chronobiologie de ma vie ou du suivi de mes rythmes sociaux et biologiques. Ceux-ci m'ont aidé à avoir des schémas que je n'avais pas remarqués auparavant. Les nouvelles perspectives que j'ai acquises m'ont toujours offert de nouvelles possibilités de naviguer dans ma vie avec cette maladie. TIPARS m'a aidé à réguler mes rythmes sociaux et biologiques, à améliorer mes compétences en communication et donc dans mes relations interpersonnelles. J'ai désormais des plans que j'ai moi-même créés afin de mieux gérer, voire de prévenir de futures rechutes. La beauté de TIPARS est que toutes les nouvelles compétences que j'ai apprises sont toujours avec moi.
Ces compétences sont là, avec mon guide sage, m'aidant à naviguer dans cette vie merveilleuse. PS, je ne suis pas en phase d'hypomanie, promis, juste contente de ma vie. Merci. Merci. J'ai quelques autres retours, je ne vais pas tous les lire, mais en gros, voilà, là on voit que cette personne a pu vraiment identifier des personnes ressources. Cette personne, j'ai pu apprendre à différencier mes variations d'humeur et mes prodromes. Mon hypervigilance m'induit souvent à mélanger ces derniers. Aujourd'hui, je suis plus objective dans mes ressentis et rassurée. Là, c'était plutôt une intervention autour du sommeil. Et puis, là, la globalité du suivi m'a amené un confort général dans mon quotidien et une vision plus positive de moi-même et de mon environnement. Et on a eu encore un beau graphique en résumé qu'un patient a voulu nous transmettre sur quelles sont les stratégies, les outils qui l'ont marqué dans la TIPARS. Et donc, j'ai également voulu vous les montrer. Et donc, il a parlé d'une bonne thérapie bien encadrée et de cibler les causes de déclenchement et lorsque des phases down peuvent ressurgir, en principe, elles sont moins longues qu'auparavant. Voilà. Pour faire cette présentation, je me suis reposée sur le livre de Nicolas Neveu pour la TIP et également sur cet article de l'encéphale et de notre formation, bien sûr, qu'on a eue. Et voilà, merci à tous pour votre attention. Et voilà, c'est une photo de toute l'équipe bipolaire. Merci.